10h30, 31. Nous allons commencer donc ce rendez-vous dans le cadre des rendez-vous Viti Export en Occitanie. Au nom de la Team France Export Occitanie, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session des rendez-vous Viti Export vin et spiritueux que nous organisons donc en partenariat avec vos interprofessions viticoles. Je suis Catherine Machabert, responsable des marchés viticoles à la direction opérationnelle internationale d'ADOC, l'Agence de développement économique de la région Occitanie. Donc, consigne habituelle avant de démarrer pour le bon déroulé du webinaire. Nous vous remercions de couper vos micros et vos caméras. Vous pouvez poser des questions dans le chat, elles seront relayées aux intervenants. Si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous le ferons ultérieurement, bien entendu, et individuellement. Le webinaire est encore très dense d'informations. Comme il est écrit dans le chat, effectivement, nous allons enregistrer la séquence et le replay ainsi que la présentation vous seront adressés par la suite. Je vous rappelle donc que ces rendez-vous Viti Export sont 3 temps forts dans l'année, organisés par la Team France Export, qui sont consacrés à l'international et spécifiquement dédiés aux entreprises viticoles. Donc, ce sont des sessions de 2 jours avec un atelier webinaire comme celui-ci, thématique, et puis des rendez-vous individuels que vous pouvez obtenir auprès des développeurs export de la Team France Export et qui sont entièrement à votre disposition, que vous pouvez solliciter en amont en exprimant votre problématique sur votre démarche en matière d'export. Il y a aussi une troisième session qui a lieu en présentiel et qui est intégrée dans le cadre de l'Occitanie Export Tour en novembre. Donc voilà, le thème de ce webinaire est ambitieux, hein, où exporter en 2024, et à la lumière notamment des 3 salons internationaux viticoles de début d'année, que sont Millésime Bio, Wine Paris Vinexpo et Provine. Donc, dans un premier temps, on va balayer une analyse des chiffres export de l'année 2023 pour les vins de la région Occitanie, et puis également, plus largement, pour les vins français. Après, nous regarderons une carte d'identité des 3 salons précités, avec des chiffres à l'appui, et puis les tendances qu'ont pu dégager ces salons, avec l'intervention de 2 entreprises régionales et d'un importateur du Royaume-Uni, que je remercie d'ores et déjà, et qui ont participé à ces 3 salons. Et puis enfin, nous donnerons des pistes sur des marchés intéressants à surveiller, et avec un focus sur le marché allemand et un focus sur le marché polonais. Donc, première partie, les chiffres export. Donc, l'analyse chiffrée est issue des douanes françaises. Ce sont des données qui nous sont transmises par Business France et qui sont traitées pour la région Occitanie, pour les vins de la région Occitanie, par Guillaume Roy de notre équipe de chez ADOC. Donc, ceci concerne uniquement les vins AOP et IGP. Donc, sur cette première slide, c'est la situation globale de nos exportations à destination du monde entier. Donc, pour 2023, les vins AOP et IGP de la région Occitanie se sont élevés à presque 3 millions d'hectolitres exportés dans le monde pour un montant de 946 millions d'euros. Les parts des vins d'Occitanie, nous verrons un petit peu plus tard sur une évolution, mais en 2023, ont été parmi les exportations françaises de 29,4% en volume et de 8,5% en valeur. Quand on regarde l'évolution, donc première évolution en 2023 par rapport à l'année précédente, 2022, donc on voit qu'en volume, les exportations d'Occitanie, l'évolution est identique à celle de la France, autour de 9,5, moins 9,5, hein, donc une baisse. En revanche, en valeur, effectivement, les exportations d'Occitanie ont plus baissé que la totalité des exportations françaises. Mais ceci s'explique aussi par la part importante du champagne et des effervescents AOP, donc, qui sont comptés dans ces statistiques, puisqu'effectivement, par exemple, le champagne fait pratiquement 43%, 41% des exportations françaises en valeur et 22% en volume. Par rapport à 2019, donc, pré-Covid, c'était donc une évolution sur 5 ans. La baisse est encore plus importante pour les vins d'Occitanie par rapport aux vins français. Et là, on note effectivement une baisse aussi en valeur pour les vins d'Occitanie. En revanche, une remontée pour la totalité des vins français en valeur. Ceci aussi s'explique par la forte proportion des vins effervescents. Donc voilà, sur la slide suivante,
Nous avons l'évolution des exportations des vins de la région Occitanie sur 5 ans, donc depuis 2019. Donc effectivement, là, on peut constater, bien entendu, la cassure en 2020 liée à la crise pandémique, l'année du Covid, où le Covid est apparu de manière internationale. Puis en 2021, nous avons eu un rebond de nos exportations, aussi bien en volume qu'en valeur, plus importante d'ailleurs en valeur. Mais malheureusement, en 22, commence la chute de nos exportations en 22 et en 23. En revanche, en 2022, les valeurs étaient positives, c'est-à-dire qu'on exportait pour plus de valeur que malgré la baisse de volume. Et ainsi, effectivement, on avait certainement la valorisation de nos produits d'Occitanie, ce qui est une très bonne chose, mais on ne peut pas négliger aussi l'effet certainement de la crise inflationniste et de l'augmentation des coûts des produits que vous exportez. En 2023, comme nous l'avons vu sur la slide précédente, nous avons donc une baisse des exportations de 6,65 en 2023 et donc nous n'attendrons pas le milliard d'euros de vente qui a été atteint sur les 2 années précédentes et avant Covid. Quand on regarde la répartition des exportations par SICO, c'est-à-dire donc les IGP et les AOP, donc on voit que nos exportations sont représentés pour 84% par des IGP, pour 16% par des AOP. Vous pouvez voir aussi dans le petit tableau sur la gauche l'évolution négative, bien entendu, puisque globalement c'est négatif, mais la part des AOC qui baisse un petit peu plus que la part des IGP, et notamment en valeur puisqu'il y a une différence de 5 points, moins 10% en valeur pour les AOC, moins 5% pour les IVP entre 2023 et 2022. Bon, cette slide correspond quand même à la production, hein, c'est-à-dire c'est proportionnellement à la production de notre région, puisque les IGP représentent 80% de la production de vin sans IG, avec IG de la région. Donc les ratios AOP et IGP des exportations sont similaires et sont donc tout à fait cohérentes. On peut noter aussi, juste un petit peu en aparté sur cette slide, que les surfaces de production d'Occitanie, une information donc, sont en baisse constante depuis 5 ans, depuis 12 ans, et au total à peu près moins 5%, mais toutefois la production reste similaire, sauf quelques années avec les aléas climatiques que nous avons connus, notamment en 2021, les épisodes de gel et les épisodes de grêle. En ce qui concerne maintenant la part de les exportations de l'Occitanie sur la France, donc en volume, ce sont des chiffres qui sont plus intéressants qu'en valeur, puisque le poids de la valeur souvent est contrarié par les hautes valeurs du Champagne et puis d'autres bassins de production, notamment Bourgogne, beaucoup plus élevés. Nous voyons que nos parts de nos exportations de notre région s'érodent depuis les années 2019. Nous partions sur à peu près 35% de la part des vins d'Occitanie et nous sommes à 29 aujourd'hui. Et les exportations mondiales, donc le graphique reprend le premier graphique de la deuxième slide. Donc, avec des bassins de production, mais on le verra plus en détail tout à l'heure quand Maxime Alazard analysera les chiffres français. Effectivement, la Loire, la Provence, qui ont grignoté des parts d'exportation sur la France et de plus de 10%, alors que le Bordeaux et le Beaujolais sont aussi en baisse. Maintenant, analysons notre top 10 des marchés export qui nous donne aussi un éclairage sur les marchés phares pour notre région. Donc, tout d'abord en volume. Donc, en volume, nos top 10, brièvement, on peut voir, ça n'a pas évolué par rapport aux précédentes années, hein. Il n'y a pas un pays qui a rattrapé, qui est rentré dans ce top 10. On a 6 marchés de proximité, 4 d'Union européenne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède. 2 de proximité, donc Royaume-Uni et Suisse. Et 4 grands marchés de grand export, 2 en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et 2 en Asie, la Chine et le Japon. Alors,
50% des exportations en volume, on voit Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni, sont tous des pays pratiquement frontaliers et en tout cas de proche export. Donc le top 10 est inchangé, comme je l'ai indiqué, mais l'ordre des pays a un peu évolué, comme on peut le voir dans le graphique précédent, un peu lourd, peut-être à digérer, mais vous aurez la présentation pour plus l'analyser. Donc on peut noter que la Chine, qui était en 2019 le 5e marché des exportations d'Occitanie, est désormais le 8e. Le Canada et les USA l'ont dépassé en 2020, la Chine ayant été drastiquement touchée par la crise pandémique, et la Suisse l'a dépassé aussi en 2023. On peut constater aussi, à la lumière de ces graphiques, que le Royaume-Uni et le Canada sont les seuls marchés du top 10 où nos exportations ont augmenté en 2023. Le Royaume-Uni de plus 4% et le Canada de plus 6%. Quand on analyse ces chiffres du top 10 en valeur, donc toujours les mêmes marchés, similaires au top 10, la principale différence dans l'ordre, c'est que les États-Unis passent à la 2e place. Ils étaient à la 5e place en volume, ils passent à la 2e place. On sait que le marché américain valorise beaucoup nos produits. Ils font 7% des volumes, mais 12% de la valeur. Petite information aussi sur les autres pays qui représentent tout de même 19% de nos 19%, oui, de nos exportations. Donc, sur ces 19%, on peut identifier 10%, et après, il y a beaucoup, beaucoup de pays avec beaucoup de petits volumes, mais les top 11 à 20, on va dire, nous pouvons citer le Danemark, l'Irlande, l'Australie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Corée du Sud, l'Espagne, le Luxembourg et l'Italie. Ça donne aussi des indications sur les marchés, effectivement, qui reçoivent nos produits et qui sont intéressés par les produits de notre région. L'analyse du graphique sur l'évolution depuis 2019, donc même constant qu'en volume, hein, la Chine a perdu des places, bien entendu, mais tout comme le Japon qui passe à la 10e place, au profit du Canada et de la Suisse. En fait, il est vrai que les marchés asiatiques, qui étaient quand même le levier de croissance de la consommation pré-Covid, ont du mal à repartir, suite notamment aux crises, bien entendu, la crise pandémique, mais crise économique et aussi, sans parler de crise, mais vraiment des taux de change et crise monétaire. Sur la slide suivante, nous pouvons regarder les parts des exportations en Occitanie sur les exportations françaises par pays et classées par ordre d'importance de ces parts, de cette proportion. Donc on voit au-dessus de 40% ou autour de 40% les positions fortes que nous prenons aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Et sur des marchés principaux, comme nous le verrons, des exportations françaises par la suite, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, on peut estimer que les exportations de vins régionaux pour des pays qui sont très intéressés par les vins français ont encore une belle marge de manœuvre et de progression. Et enfin, pour terminer sur cette analyse chiffrée exportation Occitanie, les principaux marchés des IGP, donc on a l'Allemagne, Pays-Bas, Japon, où plus de 90% des vins exportés de notre région sont des IGP. On peut rajouter à ces 3 pays, au-dessus de 80%, la Belgique, 87%, la Suisse, 86%, et la Suède, 92%. Au niveau des AOC, les marchés qui importent une proportion non négligeable d'AOP, ce sont donc les États-Unis à plus de 41%, le Royaume-Uni à plus de 31%, et on peut rajouter le Canada à 21% d'AOP, mais aussi la Chine, contre toute idée reçue. Effectivement, la Chine importe 41% d'AOP de notre région contre 59% d'IGP. Voilà le balayage sur les chiffres d'Occitanie. Je laisse la parole à Maxime Alazard, qui est donc conseiller référent sectoriel vin et spiritueux, pour une analyse chiffrée au niveau France. Merci Maxime.
Parole est à toi. Merci beaucoup, Catherine. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, Maxime Alazard, conseiller référent donc sectoriel vin et spiritueux sur votre région. Donc, on va avoir une analyse plutôt macro des chiffres sur les slides qui vont suivre. Guillaume, je te laisse passer. Alors, la première slide, ça présente les chiffres clés qu'on a reçus en 2024, mais qui parlent des chiffres de 2023. Donc, on a une valorisation aujourd'hui de 11,3 milliards d'euros en France, ce qui représente moins 3% par rapport à 2022. Ça reste quand même une valorisation record, puisque c'est plus 21,2% par rapport à 2019, comme vous pouvez le voir sur le graphique sur votre droite. Au niveau des volumes, on est à 100,2,6 millions de caisses de 12. Donc, on a par contre une baisse là qui est substantielle d'environ 9% par rapport à 2022. Il y a deux principaux facteurs qui vont être donc la baisse de revenus disponibles des ménages et par effet domino aussi des situations de surstockage qu'il y a eu, notamment sur les grands marchés export. Donc vous avez surtout les États-Unis qui marquent ça, et en fait c'est des marchés qui ont moins de flexibilité, je dirais, par rapport aux marchés proches européens. Si on passe à la prochaine slide. Donc on remarque qu'il y a trois régions qui se partagent la part du gâteau sur ces 11,3 milliards. Donc vous avez la Champagne, Bordeaux et la Bourgogne. Ça représente un total cumulé de 70% environ de la valeur, donc ça fait à peu près 8 milliards d'euros. Par contre, en termes de volume, et ça c'est plutôt intéressant en termes de caisses expédiées, notamment pour la visibilité, c'est l'IGP Languedoc-Roussillon qui représente la plus grosse part des volumes avec 21%. Donc on remarque qu'il y a un certain déséquilibre, mais que ce n'est pas forcément négatif. Lorsqu'on expédie beaucoup de volume, c'est aussi un très bon signe pour la visibilité. Si on prend la slide suivante, n'hésitez pas surtout à m'arrêter ou à poser des questions si besoin. Donc moi, je n'ai que mis en avant les exportations françaises en volume et en bouteilles. C'est possible aussi, on peut avoir des chiffres sur le vrac qu'on pourra vous passer plus tard. Et donc j'ai fait un top 15 afin de ne pas être trop exhaustif, mais qui correspondent aux marchés principaux. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les USA, c'est toujours la destination privilégiée, malgré alors, on note une nette baisse, là, vous le voyez pas, mais on est à peu près à moins 13% par rapport à 2022. Et l'autre signe qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une excellente résilience des marchés européens, avec des baisses qui sont vraiment beaucoup plus faibles. On a simplement, je dirais, moins 6% de baisse au UK, vous avez moins 8% en Allemagne et moins 5% avec la Belgique. Là où c'est plus compliqué, c'est sur les marchés encore grand export et asiatiques, comme l'avait souligné Catherine. On note une baisse de moins 14% en volume pour le Japon et une chute très très nette pour la Chine, de moins 26%. Le seul pays qui performe dans tout cela, c'est la Pologne avec une augmentation de plus 12,5%. Il y a un effet population, avec notamment beaucoup de population ukrainienne qui est venue s'exiler en Pologne. Si on prend la slide suivante, au niveau de la valeur, ça reste quand même très très positif. On a rarement été aussi haut en termes de valorisation. Et je pense que ça ne bougera pas, même si, donc à l'instar des volumes, les USA ont une baisse de 8%. Et je voulais aussi mettre en avant la valorisation bouteille en euros par litre, qui est de 13,5 euros aux USA. Pour vous donner un ordre de comparaison, il y a le UK qui est à 11 euros du litre. Alors après, il faut regarder un peu dans le détail parce que le UK est une plateforme de réexportation de vins fins, notamment vers l'Asie. Par contre, vous avez l'Allemagne et la Belgique qui, elles aussi, ont des valorisations qui ont fortement augmenté puisqu'aujourd'hui, on est à 6,5 euros du litre. Il faut vous dire qu'il y a 3 ans, on était environ à 4,5. Donc, c'est des signes positifs parce qu'en fait, sur les marchés européens, il n'y a pas de dépréciation de la valeur. Et ça, c'est plutôt positif pour la filière. Si on passe à la slide suivante, vous avez les évolutions des exportations entre 2022 et 2023 en volume valeur. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de régions qui sont en négatif.
vous avez seulement, entre guillemets, 2 régions qui s'en sortent, avec le Sud-Ouest et le Val-de-Loire. Donc, pour différentes raisons, hein, le Val-de-Loire, ils ont une offre de blanc qui est assez intéressante, tandis que le Sud-Ouest, c'est plus des vins particuliers qui sous-performaient à l'export et là qui commencent à faire de l'export. Donc, il y a une grande partie de cela qui rentre en jeu. Les autres régions rencontrent des difficultés, donc, tant au niveau de la valorisation, à l'exception de la Bourgogne, mais la Bourgogne a fait des gros volumes cette année. Donc, à mon avis, il va y avoir une baisse de la valorisation. Et des volumes, vous avez des régions qui ont fortement baissé en termes de volume, notamment le Beaujolais. Et aussi, on voit le Languedoc-Roussillon, malheureusement, avec moins 16%. Si on prend la slide suivante, moi, je trouvais aussi intéressant de vous montrer des évolutions depuis les années 2000. Alors là, je vois une question pour le Sud-Ouest, cela inclut-il les spiritueux? On parle uniquement des ventes bouteilles vin. Donc après, pour le reste, il faudra que je regarde dans les statistiques pour vous renseigner. Donc, comme je vous le disais, je voulais vous montrer quelques évolutions depuis les années 2000, puisque c'est toujours intéressant de voir dans le temps long les évolutions statistiques. Et donc, on remarque, donc, quand vous regardez la première slide en haut à gauche, la figure 5, les évolutions de la consommation mondiale de vin, on remarque qu'il y a eu un pic de la consommation en 2007. Et par la suite, qui a correspondu donc, au plus haut niveau de consommation. Et par la suite, on a une inflexion qui a daté de 2017. Vous voyez, la courbe descend drastiquement. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur les mêmes niveaux de consommation mondiale qu'en 2022. Quand vous regardez la figure sur les prix moyens, eux, ne font que d'augmenter depuis la crise des subprimes. On a environ, comme vous pouvez le voir, à une évolution de plus 52% sur l'évolution des prix moyens euro-litre par rapport aux années 2000. Et je crois qu'il y a un micro qui s'est activé. Excusez-moi, pardon. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, à inflation constante, on a eu une période d'inflation qui était extrêmement plate jusqu'à 2020, puisqu'on était à moins de 2% par an. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une énorme valorisation en fait du produit par rapport à l'économie en général. Sur les échanges des évolutions des internationaux en vin, qui ont été possibles grâce à plusieurs facteurs, mais surtout grâce à l'avènement de l'euro et à la stabilité géopolitique mondiale, il y avait vraiment une nette accélération des échanges internationaux en volume jusqu'à 2016. On a quasiment eu plus 80%. On est passé de 60 millions d'hectolitres à 60 millions d'hectolitres, c'est ça, à 110 aujourd'hui. Et depuis 2016, en fait, le souci, c'est qu'on est sur une forme de plateau. Et en fait, il n'y a plus de relais de croissance, en d'autres termes. Je regarderai les questions, mais j'y répondrai peut-être plus tard. Et juste pour la dernière courbe, excusez-moi, je vois les évolutions en valeur. On remarque que malgré le plateau des volumes, en fait, il y a toujours une évolution constante de la valeur. Donc ça aussi, c'est un signe que, justement, et puisqu'on arrive sur la slide de la consommation des vins français, on remarque en fait que ce qui est intéressant, et en fait, on peut aussi faire un parallèle aujourd'hui avec certains marchés qui sont très matures. C'est qu'il y a les vins de consommation courante, ce sont surtout eux qui perdent du terrain, et que c'est les vins de qualité, donc à identifier comme les AOP, qui gagnent du terrain, et gagnent du terrain moins fortement que la dépréciation, la déconsommation des vins de grand volume. Mais ça montre en fait qu'on se tend vers une premiumisation de la consommation de ce produit. Et je répondrai à vos questions après, puisque je crois que le temps tourne. Je vous remercie beaucoup. Merci Maxime. Je suis désolée, je m'aperçois que ma caméra ne fonctionne pas, donc effectivement, ce n'est pas très grave, c'est plutôt ce que je dis qui est important. Donc peut-être pour répondre à quelques petites questions après cette séquence sur les chiffres, même si on a déjà un petit peu de retard par rapport au timing que nous avions prévu, mais ce n'est pas grave. Répondre à quelques petites questions. Il y en avait une sur les vins sans IG. Alors, juste sur les vins sans IG, bien entendu, on n'a pas la dichotomie, est-ce qu'ils viennent de chez nous, en tout cas les douanes, est-ce que ça vient de l'Occitanie ou pas, mais effectivement, pour les exportations
des vins sans IG. On a aussi une baisse, hein. On a une baisse en pourcentage, on a une baisse en volume de moins 6% pour les vins sans IG, de moins 6,4%. Voilà, entre 2023 et 2022. Après, la proportion chez nous, difficilement identifiable dans les chiffres export qui sont donnés, puisque il n'y a pas d'identification de la venue sur des vins sans IG, de l'identification de l'origine, pardon, de la région. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles on peut répondre rapidement? Alors, Catherine, il y avait une question sur le bio, donc qui n'est pas identifié hein, dans les statistiques des douanes, tu confirmes. Voilà. Il y avait une question sur les statistiques que Maxime a affichées. Maxime, est-ce que tu pourrais rappeler les types de vins que tu as traités? Est-ce que c'était AOP, IGP, tout confondu pour les régions du Sud-Ouest, Val-de-Loire, enfin les vignobles? C'est toute vente bouteille, vin. Donc AOP, IGP, tout confondu. Il n'y a pas enfin, les bibes et les vracs ne sont pas inclus. Ok. Voilà, on ne pourra pas tout traiter, on va enchaîner et vous répondre ensuite individuellement. Du coup, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est un petit peu l'enseignement des trois salons, des trois salons internationaux viticoles qui ont eu lieu en début d'année. Donc, avec des chiffres et un petit peu la carte d'identité de ces salons. Donc, premier salon, c'est le salon Millésime Bio, le premier qui a lieu chronologiquement, donc fin janvier. Salon qui a ses spécificités, bien entendu, puisque c'est un salon consacré exclusivement aux producteurs bio et dont l'organisateur est Sudvin Bio, qui est une association interprofessionnelle, contrairement aux deux autres salons. Qui sont des acteurs privés ou privés-publics. Il y a une équité d'exposition, vous le savez, pour les entreprises viticoles, hein, avec un comptoir unique, identique à tous, pas de montage de stand, des tarifs uniques, tout compris en termes de services et d'exposition. Une volonté d'exposition aussi dans l'organisation des halls, avec une mixité des pays, des régions, des appellations, qui ne sont pas regroupées, à la différence des autres salons. Une plateforme de mise en relation avec une session digitale qui a eu lieu sur les 2-3 dernières années, et puis une application disponible pour les visiteurs. À noter le célèbre challenge Millésime Bio qui est organisé une semaine avant le salon et qui est en fait le plus grand concours mondial des vins et bières biologiques. Cette année, plus de 2000 vins ont été présentés et il y a 450 dégustateurs internationaux. Voilà en résumé. Sur les initiatives et un petit peu les nouveautés qui donnent aussi des tendances, qui donnent voilà, de la filière viticole et de l'intérêt des acheteurs, c'est-à-dire l'offre s'adapte aussi aux volontés d'achat des principaux visiteurs. Donc depuis 2019 a été ouvert une zone de boissons alcoolisées bio, hein, donc les bières, cidres et spiritueux. Et cette année, deux espaces inédits avec les vins en vrac, avec des dégustations d'échantillons en série au sein de l'Onothèque, et puis l'annonce de volumes disponibles, et puis un autre espace de vins en biodynamie. Tout label confondu. Intéressant aussi de voir les conférences et masterclass qui sont organisées, qui montrent aussi ce sur quoi travaille la filière et intéresse les acheteurs. Donc la biodiversité, le vrac, toutes les questions d'empreinte carbone et quels sont les cépages de demain. Au niveau des chiffres sur le salon Millésime Bio, donc une évolution des exposants entre 2023 et 2024 de plus 2%. Donc, il y a 82% d'exposants français, 18 internationaux. Sur ces exposants français, 34% sont d'Occitanie. C'est de la même proportion qu'en 2023. Un petit peu moins d'exposants internationaux. 19 pays sont représentés parmi l'offre sur le salon. En termes de visiteurs, on tourne autour de 10 000 visiteurs à peu près, donc 2600 en 2024. Donc les visiteurs sont effectivement très triés sur le volet aussi, uniquement, principalement des importateurs, CHR et grossistes peuvent entrer sur le salon. 80% du visitorat est français, 20% international. Le top 5 des acheteurs étrangers qui viennent à Millésime Bio
sont les mêmes que l'année dernière, qu'en 2023, même si l'ordre a un petit peu changé. Et nous retrouvons donc les Allemands, des Belges, des Américains, des Suisses et des personnes venant du Royaume-Uni. Sur Millésime Bio, à noter quand même qu'ADOC organise une convention d'affaires. Et donc, la région Occitanie a invité 42 acheteurs de 17 pays sur les 4 continents. 80 entreprises régionales qui exposent au Salon Millésime Bio ont participé à cette convention d'affaires, donnant lieu à 350 rendez-vous. Et un espace de dégustation libre permet de mettre en avant des cuvées phares de ces participants à cette convention d'affaires. Concernant le salon Wine Paris Vinexpo. Donc le suivant, qui a eu lieu au mois de février, 12 et 14 février à Paris, c'est un salon qui bénéficie donc d'une dynamique positive, qui réunit désormais la plus grande offre française, séduite par le salon en France et à Paris. Rappelez quand même deux choses, c'est que Wine Paris Vinexpo n'a connu qu'une session annulée en 2021 pendant la période Covid, comparativement aux autres salons. Et pas de report non plus sur les autres années. Et c'est la réunion de plusieurs salons qui sont regroupés à Paris. Donc, notre salon Vini Sud à Montpellier et Vinovision qui sont regroupés dès 2019, formant Wine Paris, puis Vinexpo Bordeaux qui a rejoint Vinexpo. Et maintenant, nous sommes sur Wine Paris Vinexpo. Les halls sont organisés par pays, région, vignoble ou thématiques, comme par exemple les spiritueux ou d'autres thématiques. C'est un salon qui a une image moderne maintenant, en plein développement, avec une plateforme de mise en relation efficiente de rendez-vous B2B, même si les demandes de rendez-vous sont désormais limitées. Prochaine slide, un haut niveau de conférences. Il y a plus de 7 à 13 conférences par jour, des tables rondes avec un programme on très très touffu. Retenir des thèmes qui sont abordés, qui sont souvent des prospectives et des perspectives. Donc tout ce qui est lié à la wine tech, au digital. Après tout ce qui est lié au NOLO, tout ce qui est lié à la durabilité, aux enjeux environnementaux et aussi des conférences sur les stratégies de communication que les vignerons, les entreprises viticoles peuvent s'inspirer, dont peuvent s'inspirer. Nous avons un programme on aussi, off aussi dans des restaurants et des bars à Paris. Les organisateurs ont un programme de VIP pour des acheteurs. Et cette année, donc, dans le cadre du plan Oser l'export, Business France a été missionné dans le cadre de l'opération L'export commence en France. Et donc, 23 acheteurs internationaux qui étaient identifiés pour être intéressés par l'offre française ont été suivis par les équipes de Business France et ont obtenu des rendez-vous sur place avec des entreprises françaises. Au niveau des chiffres, donc, les exposants, on a plus 53% d'internationaux. C'est un petit peu, effectivement, Wine Paris veut agrandir son offre. Donc, il y avait 4074 exposants, plus 20%. On peut voir sur la slide suivante, comme ça, et on reviendra à celle-ci. En termes d'exposants, bien entendu, l'exposition est principalement française, d'exposants français, 71%. Mais on a toutefois une forte présence italienne, 16%, puis Vienne, l'Espagne, le Portugal. Donc ça, c'est aussi un petit peu c'était la substantive moelle on va dire, de Vini Sud à l'époque, puisque c'était le salon du bassin méditerranéen. Donc on conserve aussi ces proportions d'exposants. Puis après, Vienne, Slovénie, Argentine, Autriche, Allemagne, les USA, Californie pour 2%. Au niveau des visiteurs, donc Wine Paris a réussi son pari en dépassant les 40 000 visiteurs, 41 253, avec une hausse de 14% par rapport à l'édition 2023. Donc on était souvent à 70% de Français, maintenant on est à 59% de France et 41% selon les chiffres communiqués par Comexposium, puisque c'est désormais, ce salon est aux mains de Comexposium Vinexposium. Le top 5 des pays, des visiteurs des pays, c'est l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, les USA et l'Allemagne. C'est à peu près les mêmes visiteurs des années précédentes.
Voilà, après, nous avons aussi, après l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada et la Suisse. Voilà pour les chiffres de ce salon. Je vais laisser la parole à Stéphanie Eguenoff, qui est experte des marchés européens, qui est en charge du salon Provine au sein d'ADOC et qui pilote donc la participation des entreprises régionales sur l'espace Occitanie-Sud de France. Oui, effectivement, bonjour à tous. Merci Catherine. Alors, on passe effectivement à un salon d'un profil tout autre, hein, Provine, qui a eu lieu du 10 au 12 mars cette année. Donc, si on affiche la slide, voilà, donc petit topo général. Donc déjà, en termes d'ancienneté, on est sur les 30 ans cette année de Provine, avec effectivement 2 éditions qui n'ont pas eu lieu pendant le Covid et une de reportée, donc frappé fortement. C'est toujours le salon le plus international et le plus grand de la filière, hein, réparti sur 13 halls, tous les vignobles du monde. On va revenir dessus. Donc, c'est un salon, bien sûr, 100% professionnel et ça, les organisateurs y tiennent à la qualité. Vraiment, chaque visiteur est vérifié à son inscription par rapport à son profil. C'est un organisateur qui n'a pas le même profil non plus. Metz Düsseldorf est un opérateur semi-public avec tout le fonctionnement différent, les moyens différents que ça représente. C'était vraiment le leader incontesté hein, des salons de la filière, hein, des salons internationaux, jusqu'à l'arrivée de Wine Paris. Mais comme on disait, toujours le plus grand maintenant, le salon avait le quasi-monopole hein, avant, mais était aussi arrivé à une saturation certaine. Hein, dans les années 2016-18, cette période, il a dépassé les 60 000 visiteurs. Hein, et on va revenir sur les chiffres ensuite et les conséquences que ça représente aussi en mal et en bien peut-être. Donc comme je disais, voilà, la dimension business et cela via la rencontre vraiment physique sur place, elle est au centre du concept, du moins pour l'instant. Le salon a moins d'ambition en termes de communication. Il n'y a pas cette effervescence qu'il y a autour de Wine Paris qui est nouveau, qui bénéficie de l'aura de la capitale. Forcément aussi d'une situation, d'une infrastructure du coup plus facile et d'une date antérieure, hein, donc qui pourrait être considérée plus propice dans le calendrier des achats. Mais certains exposants nous disent aussi que ça permet peut-être de concrétiser un contact fait au préalable. Donc, il y a toujours 2 visions des choses. On va passer aux chiffres donc, de cette édition. Non, en fait, d'abord, effectivement, comme pour les autres salons, donc aux initiatives des organisateurs. Donc, on y retrouve hein, tout de même les mêmes tendances et nouveautés aussi qu'on a observées sur les 2 autres salons. Donc, un espace, par exemple, pour les nolos, un grand espace hein, pour les spiritueux, la durabilité, tous ces sujets qui sont maintenant incontournables, hein, sont mis en avant. Il y a aussi eu un espace complètement nouveau cette année sur les nouvelles solutions marketing numériques hein, pour la plupart. Aussi par rapport au packaging qui pourrait être différent, les alternatives au verre, les boissons craft, dites craft, hein, artisanales, tout ce qui est bio, tout ce qui est effervescent est mise en avant, soit depuis cette année, soit depuis plusieurs années. Le pavillon France aussi a fait un grand effort en animation, en communication avec un nouvel espace central dans le Hall France. On va aussi revenir dessus. Donc, en fait, il y a aussi les Trend Scouts, donc des personnes missionnées par les organisateurs qui observent des tendances hein, qui ont été communiquées après. Donc, tout ce qui est défi climatique,
La wine tech, on l'a déjà abordé, les cépages résistants. Tout ça, c'est des tendances qu'on observe. Provine a, depuis la fermeture, la clôture de cette édition, annoncé des nouvelles mesures pour l'année prochaine. Ils vont faire des efforts sur certains marchés. Donc, pour les citer, les marchés américains, la zone Benelux et les zones asiatiques et scandinaves. Ensuite, ils vont concentrer l'offre au niveau des halls. Ils étaient encore sur un agencement dit de distanciation Covid. Faire un effort sur les offres hôtelières en termes de tarifs, hein, parce que ça, comme on a dit, voilà, il n'y a pas les mêmes facilités que dans une capitale, dans la ville de Düsseldorf, et faire un effort sur la communication et notamment sur la plateforme B2B qui sera refaite. C'est un outil incontournable et désormais, comme on l'a vu sur les autres salons. Donc après, pour passer aux chiffres également, donc vous le voyez, ça baisse hein, en termes d'exposants et de visiteurs, mais on est sur un profil complètement différent en termes de diversité par rapport à ce qu'on avait vu sur les deux autres salons. On va le voir sur les graphes qui vont suivre. Donc, il y a toujours 700 exposants français à peu près. Hein. Et une bonne partie aussi de la région Occitanie, 43 sur le pavillon régional. La région participe depuis la toute première édition il y a 30 ans. Hein. Donc, et au niveau des visiteurs, donc vous voyez la répartition, elle est très très internationale. Je propose qu'on va passer tout de suite aux graphes qui vont vous illustrer tout ça. Donc, sur la droite, vous voyez les grandes zones. Hein. Donc, on est sur un visitorat qui dépasse pour les 80%, qui avoisine les 80% de visiteurs européens, hein. Y compris une grande majorité d'Allemands, bien sûr, c'est normal, c'est local. Mais vous vous retrouvez donc potentiellement presque face à des visiteurs uniquement de cible export. Hein. Si on compare avec Paris en toute neutralité, pour rappel, le visitorat était composé de 60% de Français. Donc ici aussi, avec une bonne proportion de grands exports hein, sur les zones Amérique, Asie et un peu d'Afrique. Hein. Et vous avez la répartition sur les 10 premières origines sur la gauche, donc avec aussi les grands débouchés hein, pour les vins. Et vous voyez, donc, il y a les grands pays européens, il y a les USA qui sont bien représentés, aussi l'Italie, la France, voilà. Donc, ensuite, par rapport aux exposants, prochaine slide, voilà. Donc là aussi, vous voyez bien la diversité. C'est justement ce qui intéresse tous ces pays visiteurs, hein, d'y retrouver toute l'offre internationale du monde, en fait. Hein. Donc, c'est assez représentatif pour les grandes régions productrices de vin, hein, avec bon, une proportion d'Allemands quand même à 13%, mais c'est aussi le 9e vignoble mondial tout de même. Donc, vous voyez, il y a les grands vignobles du monde, y compris le Nouveau Monde qui est bien représenté, l'Italie en tête, suivi de la France et de l'Italie, et 23% autres pays. Hein, donc, ça va du pavillon des vins chinois jusqu'au pavillon des vins irlandais. Hein. Il y a vraiment de tout. Et c'est effectivement un atout pour les visiteurs qui est mis en avant. Si je finis sur une petite note à l'oral sur l'enquête qu'on a menée auprès de nos 43 exposants, hein,
ce qu'ils mettent en avant, c'est effectivement au niveau de la répartition des rendez-vous, hein, 60% avec des clients existants et 40% de visites spontanées. Ça, c'est nouveau. C'est peut-être un bénéfice d'une taille de salon plus raisonnable maintenant, hein, que les acheteurs ont le temps de voir un petit peu aussi ce qui se passe au-delà de leur rendez-vous fournisseur. 78% de rendez-vous Europe et 22% de grand export. Donc, comme on l'a vu, c'est intéressant et il souligne la dimension business du salon, la dimension internationale, la qualité du visitorat. Mais on va faire encore mieux, on va leur donner la parole parce que rien ne vaut ça. Donc, on est très, très heureux d'avoir parmi nous 2 exposants qui ont participé aux 3 salons. Déjà, un très grand merci à eux qui vont nous partager un petit peu leur vécu au niveau des rendez-vous qu'ils ont fait, de la dynamique de ces 3 salons, des profils différents et des nouvelles tendances, des nouvelles demandes, peut-être des nouveaux pays qu'ils ont vus. Voilà, on a parmi nous Mathias Couranis, des collines du Bourdigue dans le Gard, et Séverine Bourrier du Château de Loup dans les Pyrénées-Orientales. Et sans tarder, ils vont prendre la parole. Merci beaucoup. Et Stéphanie, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? On vous entend très bien. C'est très bien, Mathias. Bon, impeccable. Oui, donc du coup, donc j'ai fait voilà les 3 salons cette année pour parler un petit peu par rapport à Millésime Bio. Si vous avez une offre bio, c'est super hein, parce qu'aujourd'hui c'est que des vins bio, donc forcément les acheteurs viennent pour ça. C'est un salon qui est en région, qui est pas trop cher. Tout le monde est logé à la même enseigne, donc il n'y a pas forcément de budget ou de mise en avant particulière, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de voir des Français aussi, hein, mais pour l'export, on reste concentré sur un visitorat quand même qui est assez européen, donc Benelux avec de l'Allemagne. Les Allemands sont quand même assez intéressés par cette offre bio, donc c'est plutôt intéressant. C'est tôt dans l'année, donc des fois les vins sont pas forcément prêts, mais ça permet de faire des premiers contacts et puis de les suivre sur les 2-3 prochains mois d'achat, donc c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé aussi que bon, il y a plein d'outils qui sont assez intéressants entre la Vinothèque, le FIA, avec l'organisation de rendez-vous. Il y a aussi le challenge Millésime Bio qui est pas mal. J'ai un écho dans mes écouteurs, je vais les désactiver. Et On t'entend plus, Mathias. Non, on t'entendait bien. Est-ce que vous m'entendez là? C'est peut-être mieux. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, Mathias. Parfait. C'est bon, Mathias, Ouais, vas-y. Excusez-moi, désolé. Donc, du coup, voilà, c'est un salon qui est assez intéressant au niveau de la région. Que dire de plus? On peut passer sur Wine Paris. Wine Paris, ça reste, c'est le nouveau gros salon. Je pense que je connais personne qui a pas réussi son salon cette année. Il y a eu, enfin voilà, ça a vraiment pris de l'ampleur. Les gens, les visiteurs sont des plus gros importateurs. C'est vrai qu'à Millésime Bio, vous allez avoir plus des cavistes, des petits importateurs de taille moyenne, éventuellement. Sur Wine Paris, vous avez vraiment les gros acheteurs européens. Vous avez quand même des Américains aussi qui sont présents, quelques Asiatiques, même s'il y a des gros salons au même moment en Asie. Donc Wine Paris, c'est pas mal. Après, ça coûte cher. Les 2 salons bénéficient quand même d'outils qui sont assez sympas pour essayer de trouver des prospects, pour essayer de rentrer en contact avec eux et essayer en tout cas de préparer parce que quoi qu'il arrive, un salon aujourd'hui, ça se prépare. Donc, si vous arrivez avec une liste de rendez-vous déjà prédéfinie, vous savez, quoi qu'il arrive, vous allez réussir quand même un petit peu votre salon.
Et enfin, après, Provine, c'est le revers de la médaille. Provine, c'est un salon international, le premier salon international. Il y a vraiment énormément de monde. Sauf que, vu le succès de Wine Paris et la place des exposants français, les gens vraiment bénéficient de Wine Paris pour aller voir leurs producteurs français. Et du coup, Provine, ils vont se tourner plutôt vers les Espagnols, le Nouveau Monde, les pays plus anecdotiques, les producteurs comme la Grèce, etc. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille. Maintenant, je pense que Provine doit quand même s'améliorer au niveau de ses outils, au niveau du coût peut-être, au niveau des exposants et au niveau de l'hôtellerie, etc. Parce que ça coûte très très cher. Et puis au final, ben voilà, on sent que c'est moins performant en termes de visitorat. En tout cas, dans les allées françaises, ben, on a vu un peu moins de monde. Après, les acheteurs sont là, donc ils passent pour voir. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que Wine Paris et Provine, c'est complémentaire. On commence un courant à se parler, à se rencontrer sur Wine Paris, et souvent on fait affaire sur Provine. Donc il ne faut pas oublier que les deux salons sont importants. Il ne faut pas que Wine Paris grossisse non plus. Le risque, ce serait aussi qu'ils amènent plein de producteurs, peut-être étrangers aussi, et qu'on soit un peu noyé dans la masse. Et il ne faut pas non plus que Provine chute un petit peu en termes de visitorat et en tout cas en termes d'influence pour les producteurs français. Donc voilà. Mais après, bon, les trois salons sont vachement importants. La qualité, il y a une grosse qualité de rendez-vous parce que là, c'est des acheteurs qui sont là pour ça. Millésime bio, il y a un peu plus de temps pour échanger, etc. Donc, on parle un peu moins de prix, on parle un peu plus de produits, c'est sûr. Mais sur Wine Paris et Provine, on est vraiment là pour faire du business, donc c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous... Ouais, voilà, je sais pas si vous avez peut-être des questions ou... Pas de questions pour l'instant. Peut-être qu'on peut passer okay. à Séverine et puis je pense que les questions interviendront naturellement. Séverine. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais essayer de faire un petit complément de ce qu'a évoqué Mathias. Donc pour millésime bio, je le rejoins complètement. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais millésime bio. Donc j'ai vu ce salon vraiment se développer, exploser, proposer une offre effectivement qui est commune à tous les stands, et ça c'est vraiment le gros point fort de millésime bio. Effectivement, je suis assez d'accord sur le profil du visitorat. On est aujourd'hui beaucoup sur tout ce qui est caviste, restauration, plutôt en local et française. Les importateurs présents, il y a quand même un petit peu d'Asie, effectivement, quelques Américains. L'Europe, quand même, est assez là. Je pense qu'effectivement, le gros point fort aujourd'hui de millésime bio, c'est son offre, j'ai envie de dire simpliste, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, c'est vraiment cet aspect-là qui fait l'ADN de ce salon. Donc voilà, si on a une offre bio, je pense que ça fait partie des salons incontournables. La convention d'affaires réalisée en même temps est un très beau soutien et un bel appui, notamment pour les j'ai envie de dire néo-importateurs. Quand on recherche vraiment aussi à la fois les importateurs qui recherchent des clients et les clients qui recherchent des importateurs, sont vraiment le passage obligé, je pense, pour ce salon. Pour ce qui est de Wine Paris, c'est vrai qu'on a vu ce salon se développer. Moi, j'ai participé dès la première année aussi. La qualité du visitorat est extrêmement qualifiée, je trouve aussi. Ça s'améliore vraiment. Le petit point noir aujourd'hui sur ce salon, c'est l'Asie, parce qu'effectivement, à la fois par la date qui correspond aussi au Nouvel An chinois, donc c'est vrai que ça, je pense, ça impacte quand même lourdement la venue pour l'instant des Asiatiques, en dehors de l'offre qui leur est déjà proposée sur place. Par contre, voilà, pour tout le reste, c'est vraiment un salon qui se qualifie. Enfin, voilà, on a vu le nombre de rendez-vous exploser. Voilà, mais comme tous les salons,
tout comme Millésime Bio, Wine Paris doit aussi se préparer. La plateforme est extrêmement compétitive, je trouve, pour la préparation des rendez-vous. Quant à Provine, pour terminer, alors j'étais assez, j'ai envie de dire assez sceptique sur ce salon au vu du nombre de rendez-vous que j'avais et qui avait quand même drastiquement baissé par rapport aux éditions précédentes. Ceci dit, la qualité des rendez-vous était vraiment pertinente. Finalement, le fait d'avoir moins d'exposants a aussi permis à des acheteurs qui n'avaient pas nécessairement pris de rendez-vous parce que je pense qu'ils étaient un petit peu perturbés par les organisations précédentes. Ils étaient tout le temps en train de courir. Donc, ils ont été très prudents cette année. Mais de fait, ils ont eu aussi davantage de temps pour faire un petit peu de papillonnage. Et je pense que ceux qui étaient présents ont quand même travaillé malgré tout. Pour ma part, voilà, pas plus tard que ce matin, je viens de recevoir une commande de 25 000 € d'un Américain et c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu, pour lequel je n'avais pas de rendez-vous. Donc voilà, si on n'y est pas, on ne le fait pas clairement. Donc c'est vrai que je rejoins complètement Mathias sur le fait que c'est un salon qui est très cher, qui notamment par tous les à côté, hôtellerie, restauration, etc. Mais je pense que ça, ils l'ont compris. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment corriger? Je ne suis pas sûre qu'ils y arrivent, en tout cas en un an. Mais dans tous les cas, je pense que ça fait quand même partie des salons pour l'instant qui restent, j'ai envie de dire, indispensables. Ils ont tous leur ADN, ils ont tous leur complémentarité. Après, à chacun aussi de s'identifier dans la qualité et aussi la distribution que l'on a. Mais je pense que pour l'instant, voilà, les trois sont peut-être indissociables, en tout cas pour l'instant, et qu'il faut encore laisser un petit peu de temps, je pense, à Provine. Surtout s'ils ont une décision, enfin s'ils prennent la décision à la fois de travailler sur la plateforme, parce que ça pour l'instant, cette plateforme de rendez-vous était quand même pas idéale, en tout cas pertinente et compétitive, et aussi sur la relocalisation un petit peu des stands, d'avoir un stand français, enfin un hall français qui soit un petit peu moins creux, un peu moins vide que ce qu'on avait, parce que c'est pas attractif non plus, et ça file le bourdon à la fois aux importateurs et aux exposants. Mais ça, voilà, c'est une décision pour laquelle on n'a pas beaucoup d'influence. Voilà pour ma part, je vais pas j'abonde complètement dans ce qu'a dit Mathias sur le reste, donc je ne vais pas faire plus long. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir aussi. Pas de questions, Catherine, je te laisse la main pour la suite. Si ce n'est les prix des stands, oui. Je vois. Oui, très bien. Alors, on a juste une question effectivement sur les tarifs des stands. Donc, ça dépend avec quel organisme vous participez et tout ça. Mais vous voulez répondre, et la taille du stand, évidemment. Mais vous voulez peut-être répondre, Mathias et Séverine? Oui, je peux. Forcément, enfin, en tout cas, nous, je crois qu'on a 7 ou 8 mètres carrés, donc c'est assez petit, mais c'est quelque chose comme 7 000 €. Peut-être non plus. Alors là, il faudrait que je regarde un petit peu, mais par rapport à Wine Paris, où là, on a un stand un peu plus gros parce qu'on a aussi la France aussi qui rentre en jeu, je pense que oui, Provine est quand même au-dessus en termes de mètres carrés. Ouais. Et millésime millésime bio avec son concept différent, donc oui, ce n'est pas comparable.
voilà, millésime bio, je crois que c'est 1800 €, quelque chose comme ça. Et après, il y a une offre aussi avec l'offre digitale où on peut faire une semaine avant quelques rendez-vous. Ça demande beaucoup de préparation, mais ça peut être sympa aussi de commencer un peu à faire un teasing avec certaines personnes et après les voir en réel s'ils viennent sur le salon. Et je crois que ça coûte 200 €. Donc, en soi, c'est 2000 € là, millésime bio. Donc c'est incomparable. C'est incomparable. Très bien, merci beaucoup. Et après, peut-être pour finir cette parenthèse, est-ce que vous avez observé par rapport aux années précédentes des nouveautés, c'est-à-dire des changements dans les demandes des acheteurs, des nouveaux pays que vous avez peut-être rencontrés maintenant et pas avant? Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu de ça? Alors, moi, pour ma part, ce que j'ai beaucoup constaté, notamment sur Wine Paris, ça a été les demandes en vin sans alcool, hein, qui quand même sont des demandes qu'on ne peut pas ignorer, qui sont de plus en plus fréquentes par les acheteurs. Voilà, ce sont des choses qu'ils recherchent, clairement. Et après, des nouveaux pays, oui, l'Afrique semble commencer un petit peu à être un petit peu plus en demande. Ça, c'est aussi plutôt sur Wine Paris. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Très bien. Je reprends les mots de Séverine. Effectivement, le sans-alcool, oui, on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont intéressés, en tout cas qui nous questionnent, qui nous demandent si on en fait. Nous, on était à côté d'un domaine, dans la région qui a juste lancé cette année son sparkling et son rosé, et je peux vous dire que c'était un carton. Donc après, je sais pas si vraiment ils vont vendre, mais en tout cas, oui, il y a une grosse demande par rapport à ça. Après, les vins blancs, forcément. Les vins blancs, des cépages rares, des cépages atypiques. J'ai eu des demandes voilà, sur des chenins, sur des choses comme ça. Donc on voit bien que, comme par rapport au stade, par rapport au Val-de-Loire, les gens recherchent des chenins, par exemple, et qu'ils se tournent un petit peu sur le Languedoc-Roussillon pour savoir s'il y en a ou si ça existe. Donc, ouais, il y a tous ces cépages rares un petit peu qui en vont en poupe. Après, c'est peut-être pas pour faire des gros volumes, mais en tout cas, c'est pour faire un complément chez les importateurs sur des produits qualitatifs. Parfait, merci beaucoup. Ça corrobore un petit peu effectivement ce qu'on a pu dire sur la partie théorique. Un grand merci à vous. Et pour fermer cette boucle sur les salons, donc on va donner la parole à un acheteur qui a fait les 3 salons également. On est très heureux d'avoir parmi nous Dan. Good morning, Dan. Dan, you're a wine merchant from the UK, and maybe you could share your experience to us from the 3 trade fairs, and to better understand a bit your vision from today's wine business. Actually, give us some information on what you were looking for, what are the changes in your needs, and how the fairs fit to your needs and your meetings, things like that. Thank you very much. Yeah. Bonjour tout. Apologies for my English rather than French. But yeah, I've attended the 3 trade fairs this year, starting with Millesime Bio in January, and knowing that I have 9 days in total to meet with current suppliers, to find new suppliers, to fill gaps, to ensure that we're keeping up with trends. The first and most important thing is planning. So starting probably in November or December, I start to plan the meetings that I will have with producers. Because the time is so short at each of the events and there's so many things to do, my days are fairly busy, especially Wine Paris and Provine, which are very large events. I will have 4 days at those where I'm meeting with people. And so I think as producers, if you are planning to attend the fairs, ensuring that you set meetings up with buyers, so you do your research and you find the buyers that you're interested in and you arrange the meetings, because there isn't always a lot of time as a buyer to just
find new things without planning in advance. Millesime Bio, I think, is very good because of the representation for south of France. So when I go to Millesime Bio, I'm looking for France mainly, and probably south of France specifically. At Wine Paris, the representation from the whole of France is very good, and so that's what I'm going there looking for. I'm looking for producers from specific appellations that I maybe want to introduce into our portfolio. And then at Provine, it's there for the rest of the world. So in terms of my buying at Provine, I'm looking to meet with suppliers from places other than France. That said, when I visit the trade shows, this year I visited Millesime Bio, and the way that it is laid out does allow you to find things that you weren't necessarily looking for. The organisation is such that it's more likely that there will be some serendipity in your tastings. And as an example, this year I met 2 suppliers who I wasn't planning to see at Millesime Bio, both from Occitanie. I tasted their wines. I then arranged meetings with them at Wine Paris to reconfirm the tastings, and again at Provine. So I had the opportunity to meet with that new supplier, and we now have their wines in the UK. So that I tasted them, we gave them an order, and those wines arrived yesterday, actually, in the UK, and that was coming from Millesime Bio. I think for Wine Paris, you have, as I say, good representation from all of the French appellations. So if I'm looking specifically, this year I was looking for new wines from Fougères. It was very easy to meet several producers from Fougères in one place to taste their wines together. And there's also a very good program of masterclasses, which I think is beneficial. For example, Grès de Montpellier is a new appellation. There was a masterclass about that, which gave me more information about that as a new appellation and helps me to decide whether that's something that we want to add to our portfolio. Provine's also a very good space for meeting with current suppliers, tasting their new vintages and potentially adding new lines to our range. Millesime Bio maybe is slightly smaller, so it doesn't have the opportunity to have those sorts of meetings. I think Wine Paris is better suited for that. Similarly, Provine. Provine has a lot more space. I think the French halls at Provine are not as busy as at Wine Paris, and so you have the opportunity to have longer meetings, more in-depth tastings, and so there's a good opportunity there to talk more with producers at length. And also the rest of the world as well. Again, they have a very good program of masterclasses at Provine as well, so it's good for education. As I say, the results from this year for me are that, yes, I have confirmed with current suppliers, but also found some new suppliers as well, which I'm very happy about from Millesime Bio. And I think the other benefit of Millesime Bio is the focus on obviously organics, and one of the trends in the UK at the moment is for more sustainability. If we move on to the next slide, we can sort of talk a little bit then about the trends in the UK. So as you can see from the graph that's on there, I just pulled this from HMRC excise data. France remains the biggest country in the UK for imports. So you can see this is the value in pounds of French imports. And you can see that from 2017, French imports into the UK have been growing year on year in value, even though potentially the volume may have been reducing. And consumption in the UK, I think people assume that consumption is reducing, but actually looking at the consumption figures for wine in the UK, in 2005 it was 13 million hectolitres, and in 2022 it was 13 million hectolitres. So consumption is staying fairly static. There are obviously ups and downs, but more or less consumption remains the same. UK consumers are facing challenges the same as the rest of the world. Obviously, inflation is playing a big part in that, as is the cost of living crisis, with costs increasing for households.
And retailers also face challenges which are in some way self-inflicted by the UK government, thanks to the duty change that was introduced in August last year. And so duty in the UK is £2.67 on a bottle of wine that is less than 15 degrees of alcohol, or £3.21 per bottle on wines that are 15 degrees or more. And there is further proposed duty changes, which are currently postponed for 12 months, but if they're introduced, will make wines more expensive as the alcohol degrees increases. There's also new labelling requirements for the UK, which is obviously adding slight costs as well, and some costs that are associated with Brexit in terms of import, which have increased prices on wine. But in terms of the trends, the most popular countries still remain France, followed by Italy and Spain. Interest from consumers, they're asking a lot about England. England, of what obviously you probably know, is starting to produce wine on a larger scale, but it's still tiny in comparison to the rest of the world. I think last year we made something like 18 million bottles, so very, very small production. But obviously the UK consumers are aware of this, and so they ask more about it. And then Portugal is another area that's of interest. And I think that comes from a trend that's happening in the UK. For more indigenous grape varieties, more authenticity. And I think that trend's one that is useful for Occitanie, because obviously you have lots of indigenous grape varieties. You don't have the sort of international varieties. Well, you do, but you also have others besides that provide interest for UK consumers. Also, I think as we go into a period of uncertainty around the world, what consumers look for is more certainty, and what that means is going to places that they recognise, appellations that they recognise, grape varieties that they maybe recognise as well. And I think that puts Occitanie in a very good position. There's some very well-known appellations that have excellent recognition in the UK, and which offer excellent value for money in comparison to other appellations in France. In terms of the most popular varieties, so single varieties, obviously sort of talking about IGP here, the obvious choices of Sauvignon Blanc, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay and Cabernet Sauvignon, but increasingly we're seeing demand for AOP wines in the UK, because again, I think consumers are looking for that authenticity and the familiar. In addition, other trends in the UK, which I think are similar to those in France. Sustainability, which I mentioned earlier, which makes Millesine Bio a great event to attend. Obviously, I know as a buyer that everything I'm buying there will be organic, and that's a big thumbs up for the UK consumer. Also, alternative packaging as well, and there's good displays at Provine about that, looking at things like bag-in-box, paper bottles, or canned wine. They're all growing in the UK at the moment. And also a move to more fresh, more vibrant, more lighter style reds, which I think again is similar to what's happening in France. And there is a trend towards orange and natural wines as well, albeit it's very small in the UK, but it is growing. And interestingly, although the consumption in the UK is remaining fairly consistent, what is changing is what people are drinking. And actually, rosé is the one category of wine that is growing in the UK, whilst white and red are declining. And again, I think that gives producers in Occitanie something that they can certainly they can provide. Thank you very much. I think unless anybody has any questions, very happy to answer any questions. Thank you so much. Then we actually we are a bit short in time, but maybe one question only. Could you tell us about this house doing sparkling wine, and especially Crémant in the UK today? Yeah, so I mean, champagne remains the biggest volume sparkling wine in the UK, and the one with the biggest recognition. Prosecco equally remains popular, although is dwindling. Cremant is growing, but I think the problem in the UK that Cremant has is it's not understood by the UK consumer as well, and because of where it sits,
looking for a celebration, they buy champagne. If they're looking for something cheap and cheerful, they buy Prosecco, and it sort of squeezes Cremant out of the market slightly because it sits between the two, albeit it is something that the UK wine trade talks about all the time. So you will often see articles in the press proposing Cremant to the UK consumer as a great alternative to champagne, and a better value alternative to champagne. So there is growth there, but I think it's coming from a very small base. Okay, brilliant. Thank you so much, Dan. We have to move forward. Au vu du timing, donc je propose qu'on continue et je repasse la parole à Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Thank you so much, Dan, to be with us today. A great pleasure. Donc maintenant, on va entamer la troisième partie du webinaire. Et du coup, c'est effectivement la question cruciale, à la lumière des chiffres qui ont été donnés, de certaines informations sur les salons internationaux. Répondre à cette question, où exporter en 2024, et spécialement pour nos vins occitans, reste quand même très, très ambitieux. Il est difficile de trouver aujourd'hui des leviers de croissance. On l'a vu un petit peu sur des marchés qui sont très dépendants des crises économiques, de la santé économique des pays et de la géopolitique et des contextes de crise que nous traversons actuellement. Et c'est vrai qu'on se penche un petit peu sur les questions aussi comment exporter et plutôt quoi exporter. On l'a vu au fil des témoignages que nous avons eus ce matin. Toutefois, on peut quand même, sur la question où exporter, voir la carte, la map monde de la carte, qui permet de visualiser des pays prioritaires, qui sont quand même encore souvent des pays matures, et où les volumes exportés français et aussi d'Occitanie sont les plus importants. Donc ces pays sont les pays du nord de l'Europe principalement, les pays de l'Amérique du Nord, bon, la Chine qui est un peu en stand-by actuellement, mais qui restera un marché quand même incontournable, certainement l'année prochaine, les pays d'Asie du Nord-Est également et l'Australie. En violet, vous avez les pays dits challenger, c'est-à-dire des pays intéressants où la consommation est certes moindre, les importations ou les exportations moindres, mais qui sont à voir et à analyser. Donc on a l'Afrique, avec les pays qui ont été cités dans le chat. On voit aussi l'Afrique du Sud qui se détache, le Brésil, mais très très taxé, et le Mexique. À savoir que quand même dans ces pays dits challenger, des pays qui sont très intéressants, qui peuvent être intéressants, on n'est quand même pas sur des gros volumes, on est sur des marchés souvent de niche, on est souvent sur des marchés émergents, et la difficulté c'est aussi de pouvoir être assez aguerri à l'export pour pouvoir attaquer ces marchés. Donc, le temps court du webinaire ne nous permet pas d'analyser tous les pays. Là, vous avez des liens qui vous permettent en tout cas d'avoir des infos marchés sur les pays cités. Nous sommes aussi tous à votre disposition si vous voulez entamer des discussions sur des pays cibles et des questions plus pointues. Donc, la Team France Export, nos experts. Mais là, nous avons choisi de commenter et de vous présenter deux marchés de proximité. Donc, l'Allemagne, qui est le premier marché pour les vins de la région. Donc, il est quand même il est quand même très important de faire un focus dessus, ce marché, premier marché. Et également la Pologne, qui a été citée et par moi-même et par Maxime, un marché très intéressant. Donc, parole à Denis Abraham, chargé d'affaires et coordinateur zone Rhénane, donc basé en Allemagne. À toi. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc en direct de l'Allemagne, donc le premier marché en volume et en valeur pour les vins d'Occitanie. Guillaume va passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc au niveau de la France, c'est le premier marché à nouveau en volume et le troisième marché en valeur, si bien que l'Allemagne est à nouveau le premier marché à l'import de vin au monde. Il était passé à la seconde place en 2022 en raison, effectivement, l'Allemagne, c'est aussi un pays du vrac. La part du vrac est de plus de 50% et au niveau de la France, c'est 30%. Et il y avait un peu quelques soucis d'approvisionnement au niveau du vrac.
Les Allemands sont actuellement et toujours les 4e consommateurs de vin tranquille au monde. Ce qui a changé, c'est qu'en 2023, chaque Allemand a bu une bouteille en moins par rapport à 2022 et ils restent les premiers consommateurs de vin effervescent. Ils sont fascinés par les bulles dès la plus tendre enfance. Comme vous l'a dit Stéphanie, c'est aussi un pays producteur. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'ils produisent des blancs à hauteur de 68,4%. Ce qui dit également, c'est qu'au niveau de la consommation, ils sont aussi, comme d'autres pays, fascinés par le rosé. C'est les 3e consommateurs de rosé au monde, qui prend vraiment le dessus sur le rouge. Le rouge est passé à 40% en part de marché, le blanc reste leader 47% et donc le rosé est maintenant à 13%. Il faut dire que le rosé est consommé tout au long de l'année. On n'a pas de scrupules pour manger des glaces en plein hiver, faire des barbecues en plein hiver. Donc le rosé s'y prête vraiment pour ça. Au niveau des vins bio, nous restons les premiers consommateurs de vins bio. Ça représente 3% en part de marché. Ce qui est intéressant, c'est un phénomène qu'on constate aussi sur d'autres marchés, c'est la progression des vins sans alcool. C'est 1% de la consommation totale en vin tranquille et mousseux, tout en sachant qu'au niveau des vins mousseux sans alcool, ça représente 8% en part de marché. Stéphanie vous l'a dit également, il y avait un espace dédié sur Provine avec Provine Zero. L'Allemagne reste un pays fédéral, donc au niveau de l'approche marché, nos recommandations, c'est vraiment cette approche régionale, quand on sait que vous avez 16 grandes régions, 16 lenders qui consomment le vin de façon complètement différente, que ce soit à Hambourg, qui est très orienté sur les vins de Bordeaux, à Munich, qui est très orienté sur les vins, vers les vins italiens et autrichiens, du fait de la proximité des 2 pays, ou alors l'est du pays, qui est plutôt orienté vers les vins doux, les vins plutôt sur le fruité, parce qu'il y a tout ce passé, tout cet historique, ces habitudes de consommation qui, pendant l'époque du mur, consommaient vraiment des vins locaux et donc étaient plus orientés sur le sucré et le fruité. L'économie allemande est entrée en récession depuis l'an dernier avec une baisse de 0,3% de son PIB. Les Allemands épargnent plutôt actuellement. À noter quand même qu'il y a eu une explosion au niveau des dépenses pour le budget vacances. Ça a été vraiment un record. Donc, un vacancier dépense en moyenne 1337 € pour ses vacances. Donc la thématique soleil, la recherche éternelle du soleil dans nos verres, en fait, ça reste quand même une thématique phare qui est prônée, qui est mise en avant par les importateurs et suivie donc par les consommateurs. On va passer à la seconde slide pour vous présenter un panorama actuel de l'Outre-Rhin. Donc, les attentes des consommateurs, des importateurs évoluent, donc notamment au niveau du circuit traditionnel qui est plutôt à la recherche de pépites. Donc, l'Allemagne reste un grand marché, mais un marché mature. Donc, on est plutôt à la recherche de choses très précises, donc de pépites. Au niveau de la grande distribution, c'est plutôt ce Preis-Genuss-Verhältnis qui est recherché, donc ce rapport prix-plaisir, avec vraiment la mise en avant de concepts auprès des grandes enseignes. Pour rappel, la grande distribution, ça représente en part de marché 64%, dont 37% pour les discounters. Et ce qui est également intéressant par rapport au food notamment, c'est cette grande percée de la vente en ligne pour le vin. Donc en fonction des études, c'est entre 11 et 13% en part de marché. Après, par contre, au niveau du on-trade, notamment de la restauration, ça reste compliqué quand on sait que la TVA au niveau de la restauration est passée de 7%, c'était une mesure phare pendant la pandémie, à 19% à nouveau. Donc, il y a plusieurs restaurants qui
qui ont des problèmes, des soucis financiers actuellement ou qui ont même fermé. Il y a 2 mots-clés phares en Allemagne actuellement, c'est la traçabilité et l'authenticité. Donc, ce regain d'intérêt pour les vins bio, la biodynamie, les vins naturels et cette recherche en fait de contact direct avec les producteurs. Donc, les importateurs nous disent qu'ils souhaitent vraiment de plus en plus avoir le contact direct avec vous. Et ce besoin donc de transparence, certainement à la suite de la pandémie. Et donc chaque vin a un visage, celui d'un vigneron, d'une vigneronne, d'un onologue, d'une onologue. Voilà, ça c'est des choses qui sont mises également en avant. On remarque aussi de gros changements au niveau des acheteurs. Donc il y a notamment un gros turnover chez les acheteurs depuis le début de la pandémie et notamment au niveau du e-commerce. Donc, par exemple, Belvini a fermé son site de vente en ligne. Ça a intégré le site de Henkel Freshnet. Vine in Black a rejoint le siège de Vicampo à Mayence et donc a quitté Berlin. Avesco a changé aussi son équipe d'acheteurs. La même chose pour Windsor. Donc, il y a beaucoup de turnover. Ça reste compliqué, j'imagine, pour vous, pour suivre tous les turnovers, tous les changements au niveau des acheteurs. Ce qu'ils nous disent également, c'est qu'ils se déplacent moins sur les testings, moins sur les salons, ils reçoivent moins en présentiel. Voilà, c'est de grands adeptes maintenant de la visio. Ils restent pragmatiques, c'est un gain de temps pour eux. Et un certain nombre restent plutôt frileux pour référencer de nouveaux produits. Et ce qui est aussi également intéressant à vous partager, c'est ces mesures de compliance qui sont mises en place dans la grande distribution. Donc, par exemple, on le remarque surtout pour Rewe, qui est le challenger, le numéro 2 dans la grande distribution en Allemagne, qui a rebattu les cartes, qui a redistribué les postes. Donc, par exemple, Robert, qui était l'acheteur 20, est passé maintenant à l'achat des couches. Voilà, au niveau des opportunités, donc les vins conviviaux, l'envie de se retrouver, de faire des barbecues ensemble, ça c'est une thématique qui marche bien. Le rouge, vous l'aurez compris, devient saisonnier, donc c'est plutôt on connaît aussi de grosses chaleurs en été, donc ils annoncent 24 degrés pour samedi, par exemple, à Düsseldorf. Donc le rouge, c'est plutôt une couleur qui est consommée maintenant en hiver. Cette approche cépage, ça c'est vraiment une force au niveau de votre région. Donc les Allemands, ils achètent avant tout un cépage avant d'acheter une origine. Donc c'est le système des vins allemands qui met ça. Donc il faut bien, à votre niveau, bien présenter, mettre en avant les cépages qui c'est un monocépage ou qui peuvent constituer vos vins d'assemblage. Les vins portés par les femmes aussi, c'est une thématique qui intéresse les Allemands. On a fait du reste un podcast, enregistré un podcast durant Provine sur cette thématique-là. Et on l'a déjà vu, tout ce qui est nolo, donc réduit ou sans alcool, aussi bien au niveau des vins que des spiritueux. Une dernière information à vous partager, c'est Instagram. Voilà, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, c'est le moment de vous y mettre parce que c'est vraiment le canal phare au niveau du vin pour l'Outre-Rhin. C'est vraiment une autre façon de communiquer à présent sur les acheteurs. Donc nous, on le voit à notre niveau avec notre compte Drink Fluent French qui permet de communiquer de façon complètement plutôt décalée avec les acheteurs. C'est quelque chose qui les intéresse tout le temps, leur fournissant vraiment du contenu. C'est important on reste en Allemagne, donc ce qui était important jusqu'à présent, c'était les fiches techniques, ça vous le savez, mais voilà, au niveau des contenus pour les réseaux sociaux, c'est aussi important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de sommeliers qui sont hyper connectés. Donc, pourquoi pas tâcher de les contacter pour qu'ils jouent ce rôle d'ambassadeur en votre nom. Et il y a des thématiques qui marchent plus que d'autres, comme les barbecues, les asperges qui commencent, les fraises, la France des vacances, le soleil, on l'a vu également, le Tour de France, le carnaval, l'Avent ou le gâteau du dimanche. Voilà en quelques minutes les informations qu'on pouvait vous partager au niveau de l'Allemagne. Peut-être rebondir au niveau
des témoignages de notre acheteur, de Mathias, de Séverine au niveau de Provine. Donc nous, les retours terrain qu'on a au niveau des acheteurs, effectivement, Vine Paris, c'est vraiment un sujet maintenant pour eux, notamment au niveau des acheteurs de la grande distribution et des distributeurs nationaux. Mais au niveau de tout ce qui est circuit traditionnel, voilà, ils nous disent qu'ils préfèrent quand même jouer à domicile, de venir sur Provine. Donc, c'est un secteur quand même à ne pas sous-estimer quand on sait qu'il y a 2500 cavistes en Allemagne, 2000 qui sont indépendants et donc un tiers d'entre eux importent en direct. Donc, ils vont commander 3-4 palettes à l'année. Donc, ça peut devenir des volumes intéressants. Tout cela à relativiser en fonction de votre profil, de votre projet export. Les retours qu'on a aussi, c'est qu'en termes de date, au niveau de Vine Paris, c'est un peu problématique quand on sait que ça tombe en pleine période de carnaval. Donc, comme vous le savez, les Allemands sont de bons vivants et voilà. Et cette année, c'était vraiment en plein carnaval le salon Vine Paris. Voilà, donc je vous laisserai mes coordonnées dans la partie chat. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On est là toute l'année pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Denis, pour ce panorama du marché allemand, premier marché pour nos vins de la région Occitanie. Robert, c'est à toi, à vous, pour le panorama, la photographie du marché polonais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Robert Matecki et donc je travaille chez Business France en tant que chargé d'affaires. Ça fait déjà 10 ans que j'accompagne les entreprises françaises sur le marché polonais, surtout dans le secteur du vin, mais aussi dans d'autres secteurs agroalimentaires. Dans le cadre de mon intervention, je voudrais vous faire un petit panorama du marché polonais actuel du vin. Et donc, en introduisant la Pologne, je voudrais souligner le fait que la Pologne est un grand pays situé au cœur de l'Europe, avec presque 40 millions d'habitants qui disposent d'un pouvoir d'achat de plus en plus considérable, qui dépasse actuellement 18 000 $ par habitant. En pensant à l'Europe centrale et orientale, on peut se poser la question lequel de ces marchés est le plus grand, le plus important. Et donc, en prenant en compte le nombre d'habitants et le fait que la production locale en Pologne du vin est marginale, il faut dire que le marché polonais représente la plus grande valeur, qui a été de 384 millions d'euros en 2023 et a progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Donc, comme on voit bien, c'est le marché qui est en progression. Un autre facteur qui fait de la Pologne un marché attractif, la consommation de vin est en progression depuis des années. Elle est actuellement presque de 6 litres par an par personne. On parle ici des personnes de plus de 15 ans. Mais il faut ajouter qu'en 2023, la Pologne a été le seul pays de l'Union européenne où la consommation de vin a été en croissance. Je passe à la place de vin français dans les importations polonaises. Donc, actuellement, la France est le 3e fournisseur en valeur. Donc, ce sont les chiffres pour 2023. Et donc, on voit ici la progression de 17% par rapport à l'année précédente. Et le 5e fournisseur en volume est toujours en 2023. Et ici, la progression par rapport à l'année précédente a été de 6%. Donc, comme vous le voyez bien, il y a encore une belle marge de progression pour le vin français pour atteindre la première place.
Le marché polonais change beaucoup ces dernières années, c'est très dynamique. Les Polonais sont de plus en plus riches et prêts à dépenser des sommes de plus en plus importantes à l'alimentation et aux boissons, dont le vin. Et donc, fait intéressant, parmi les boissons alcoolisées, la catégorie la plus performante en 2022 a été le champagne, ce qui montre bien que les Polonais cherchent surtout la qualité et le prix n'est plus le facteur clé dans la décision d'achat. Et la dernière chose, la dernière information de cette slide qui fait encore de la Pologne un marché attractif, c'est que la production locale du vin, elle existe, mais elle est vraiment marginale. Il y a à peu près 600 hectares de vignes plantées en Pologne, ce qui fait que le marché polonais du vin reste essentiellement tributaire des importations. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc maintenant, je voudrais vous décrire un peu plus le marché actuel du vin en Pologne et indiquer quelques caractéristiques. En fait, actuellement, la première boisson alcoolisée consommée en Pologne est la bière. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la consommation de la vodka en Pologne est en baisse depuis des années. Et donc, où est le vin? Alors, le vin est considéré par les Polonais comme une boisson de luxe qui permet de s'accorder de petits plaisirs et le vin accompagne généralement des moments importants et festifs. En pensant aux attentes des consommateurs et importateurs polonais, il faut dire qu'il y a deux marchés différents en Pologne. Le marché des grandes villes, tels que Varsovie, Cracovie, Gdańsk, Poznań, où il y a des magasins spécialisés type caviste, de plus en plus de bars à vin, aussi les écoles de vin. Et c'est là où les nouvelles tendances apparaissent. Ici, il y a bien sûr de la place pour les modes. Par exemple, à Varsovie, dernièrement, les vins naturels deviennent tendance. Et donc, sur ce marché, les consommateurs recherchent surtout la qualité. On peut toujours parler de la premiumisation. Donc, les consommateurs préfèrent acheter moins, mais de meilleure qualité. Et les clients dans des grandes villes sont très ouverts aux nouveautés. Et la multitude de réseaux de cavistes permet ici aux vendeurs de conseiller à leurs clients et de lancer de nouveaux produits. Et de l'autre côté, le second marché est celui hors grande ville, où justement les clients ont des besoins plus traditionnels, sont plus sensibles au prix et aux marques qu'ils connaissent. Il ne faut pas oublier que le mode de consommation de vin en Pologne est assez particulier. Donc, les vins sont consommés avant tout au repas. Une autre chose, ce qui est très important, c'est que l'off-trade occupe en Pologne 85% et l'on-trade seulement 15%, mais ça c'est en hausse. Et donc, les Polonais avant tout achètent le vin dans les magasins de différents types, grande distribution, discount, caviste, et consomment le vin à la maison, ce qui est aussi important si on pense comment organiser la communication avec les clients finaux. Ensuite, il faut mentionner aussi que les personnes plus jeunes aiment surtout les nouveautés, les vins de cépage, légers, fruités, et les personnes plus âgées sont plus à la recherche de produits traditionnels, de vins rouges. Mais ici, ce qui est important, c'est que les Polonais en général n'aiment pas trop les vins qui sont très tanniques.
En parlant des tendances actuelles, il faut souligner que de manière générale, les consommateurs sont de moins en moins intéressés par les vins rouges et se tournent plutôt vers les vins blancs, rosés et les vins effervescents. En pensant à la pandémie, à l'impact de la pandémie, ici, je voudrais peut-être vous donner quelques conseils comment travailler avec les acheteurs polonais. Alors, ce qui est très important, c'est le contact personnel. Les rencontres en présentiel avec les futurs partenaires sont vraiment primordiales. Il est très rare de signer un contrat à la suite d'un seul échange de mails. Et chose qui est parfois oubliée, il est très important, il est très bien de prévoir un budget marketing qui en préparer son site internet pour ceux qui sont à la recherche des informations. Et aussi penser à d'autres types de marketing comme formation, dégustation, accord, mais vin. Donc, montrer comment boire le vin que vous voudriez vendre. Les opportunités à saisir actuellement. Comme je l'ai déjà mentionné, le pouvoir d'achat des Polonais est en croissance. Et avec cela, les alcools plus recherchés, les alcools artisanaux, se vendent de plus en plus bien. Aussi les alcools moins forts, tels que le vin, les bières, les no et low alcool sont aussi assez populaires. En général, les Polonais aiment le vin, les monocépages. En fait, les consommateurs polonais aiment retrouver le côté fruit et les traits des cépages. Les vins effervescents se vendent de mieux en mieux. Et quelques autres opportunités, surtout dans de grandes villes, donc les vins de cépages moins connus, des cépages atypiques, ça va de pair avec la tendance de la recherche des nouveautés et aussi les régions ou les appellations moins connues. Mais ici, il ne faut pas oublier que la plupart des exportations françaises vers la Pologne, ce sont quand même les vins sans IG, sans indication géographique. Je passe à la dernière question. Comment faire pour se présenter sur le marché polonais? L'une des solutions est la participation au Tasting France, la dégustation des vins français que nous organisons annuellement en Pologne au mois de juin et qui est au cours des années devenu vraiment l'événement, la dégustation des vins français, qui est déjà bien inscrit dans l'agenda du secteur cette dégustation est appréciée et attendue par les acheteurs et les sommeliers. Et en fait, nous avons aussi un autre outil, un compte LinkedIn Business France Varsovie, qui est aussi une bonne idée, une bonne façon pour communiquer avec les acheteurs. Et merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner sur nos marchés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis et Robert, pour cet éclairage sur les marchés allemands et polonais. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir un éclairage sur le marché britannique avec Dan, acheteur. On peut prendre quelques questions ou échanges, sachant que voilà, il est déjà 12h13 et nous avons dépassé, mais l'information était dense. Je peux toutefois parler de sources d'informations aussi, de sources d'informations qui peuvent vous être utiles pour
avoir effectivement des informations sur les marchés, sur aussi les programmes d'action collective, puisque comment exporter les actions collectives, que ce soit des salons internationaux, des missions, des conventions d'affaires, sont des moyens de trouver des acheteurs. Donc cette slide, vous l'aurez dans la présentation qui va vous être envoyée. Et intéressant d'avoir donc les agendas de toutes les opérations que nous pouvons mener au cœur de la Team France Export, des informations marché. À noter 4 études annuelles qui sont gratuites chaque année, agroalimentaire, mais la filière viticole est abordée dans ce marché, dans ces études. Ce sont des études qui sont menées en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Vous avez les portails d'information ad hoc et de la Team France Export, des newsletters sectoriels, un livre blanc aussi très important, agroalimentaire ou exporté en 2024, qui est sorti en fin d'année dernière, qui traite du secteur agroalimentaire, mais dont les vins et spiritueux, et puis tous les canaux d'information sur lesquels vous pouvez vous abonner, où vous pouvez effectivement être dans notre communauté, comme nous disons, de la Team France Export, pour pouvoir avoir toutes nos informations au gré de l'année. Je pense que nous allons clore ce webinaire. Et toutes les questions qui auront été posées de manière individuelle, nous allons les repérer et nous allons vous répondre directement. Peut-être en conclusion, juste effectivement pour vous dire que Où exporter, c'était un thème ambitieux. Et que l'export, ça prend du temps, c'est aussi chronophage et ça prend aussi beaucoup d'argent, hein. Et que le retour sur investissement est souvent long, mais que face à la contraction du marché français sur laquelle nous subissons, même si nous avons une lueur d'espoir avec le vin qui est redevenu la boisson préférée des Français suite à la dernière étude de SoWine en 2023, l'export reste effectivement une voie pour obtenir des débouchés commerciaux et conclure par effectivement les 3 grandes tendances de consommation qui ont été relatées par l'étude menée par Sopexa, Hopscotch Sopexa désormais, une agence agroalimentaire, donc le Wine Trade Monitor, qui tire 3 tendances de consommation, certes généralistes, mais on l'a vu au fil des discussions qu'effectivement on tend vers ces demandes, c'est-à-dire première tendance, la naturalité, avec des demandes de vin bio, biodynamie, des demandes de vin naturel, tout ce qui touche à la durabilité de la conduite des vignobles, mais aussi de la vinification, ça va même plus loin, hein, avec aussi tout ce qui est RSE, dans la tenue des entreprises viticoles. La deuxième tendance de consommation, c'est la nouvelle offre qui est demandée. On en a parlé, des nolos, des vins légers, des vins véganes aussi, des vins oranges, des pétnates, de nouveaux packaging. Et enfin, une tendance de consommation plutôt liée au prix. Là, c'est une segmentation plus marquée sur les marchés, une segmentation des prix plus marquée entre les vins d'entrée de gamme et les vins premium, avec une premiumisation, mais aussi une demande de vin d'entrée de gamme, et notamment dans un contexte difficile dans beaucoup de pays de crise inflationniste. Voilà, j'espère que ce webinaire aura répondu quand même à vos questions, à vos attentes. Je remercie encore une nouvelle fois tous les intervenants durant cette heure 3/4, presque ces 2 heures, pour la qualité de leurs interventions, pour la réponse dans le chat. La prochaine session des rendez-vous Viti Export aura lieu donc le 20 et 21 juin prochain. N'hésitez pas à formuler des demandes de rendez-vous individuels. Un replay et la présentation, je le rappelle, seront disponibles. Et puis, vous savez que outre ces moments forts des rendez-vous Viti Export, toute la Team France Export est à votre disposition pour des entretiens tout au long de l'année. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon appétit et puis des rendez-vous fructueux pour ceux qui en ont demandé avec nos développeurs export. À très bientôt et au revoir.
Merci. Bonne journée. Au revoir, merci à tous.